D'abord, notre mission. C'est une mission très noble, c'est de s'assurer que tous les citoyens du Québec sont traités avec respect, justice et équité par tous les services publics. Et le terme citoyen est employé ici dans son sens très large. Alors, ce n'est pas seulement les citoyens au sens légal, mais en fait, c'est toute personne qui se trouve au Québec et qui doit faire affaire avec les services publics. Alors, ça inclut les résidents permanents, ça inclut les touristes, ça inclut toute personne qui est sur le territoire du Québec et qui fait affaire avec les services publics. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la citoyenneté légale canadienne que vous ne pouvez pas faire affaire ou venir nous voir ou demander l'intervention du protecteur du citoyen. Donc, notre rôle, c'est de prévenir et malheureusement, lorsque c'est arrivé, de réparer les préjudices qui sont causés par des corps publics, par l'administration publique. Alors, soit des ministères ou des organismes du gouvernement du Québec, ou soit, de façon plus particulière, dans le domaine de la santé et des services sociaux, par un établissement de santé. Dans ce cas-là, puis je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation, on agit généralement en deuxième recours, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de d'abord s'adresser dans chaque établissement de santé. Il y a un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et on demande aux gens de s'adresser au commissaire en premier recours. Si les gens sont insatisfaits du travail du commissaire ou des conclusions du commissaire, ils peuvent venir nous voir au protecteur du citoyen et là, on agit en révision du travail du commissaire aux plaintes. Un élément qui est très important et qui peut toucher beaucoup les personnes qui viennent de partout, c'est la question de la discrimination. Alors ça, il y a un recours spécifique au Québec, c'est important de le savoir. Si vous pensez, si vous estimez être victime de discrimination, peu importe le motif sur lequel est fondée cette discrimination-là, il y a un recours particulier qui s'appelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui peut intervenir et faire enquête sur les situations de discrimination. D'ailleurs, quand les gens viennent nous voir au protecteur du citoyen et qu'ils allèguent être victimes de discrimination, notre loi nous oblige à les référer à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, c'est pour vous faire connaître ce recours-là. On a été créé en 1968, le protecteur du citoyen, et avec des caractéristiques qui sont assez importantes, neutralité, indépendance. Alors, comment on peut garantir l'indépendance du protecteur du citoyen? Eh bien, c'est important de savoir que le protecteur du citoyen relève directement de l'Assemblée nationale et non d'un ministère ou d'un organisme public. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui gère le protecteur, c'est l'Assemblée nationale. On est redevable de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la protectrice du citoyen, Mme Raymonde Saint-Germain, a été nommée à l'unanimité par tous les membres de l'Assemblée nationale pour un premier mandat de 5 ans. Et là, elle a été renouvelée pour un deuxième mandat de 5 ans. Donc, c'est des mandats de 5 ans et ça prend une nomination des 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale. Alors ça met le protecteur du citoyen à l'abri de l'ingérence politique et à l'abri des pressions politiques. Alors maintenant, c'est important de savoir dans quel cas on peut intervenir, venir en aide aux citoyens. Vous le voyez dans le domaine de l'administration publique, c'est dans le cas de tous les ministères du gouvernement du Québec. Alors, si vous avez un problème avec quelque ministère que ce soit du gouvernement du Québec, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous appeler. La plupart des organismes publics, mais pas tous les organismes publics. Il y a certaines exceptions, on va les voir. Et tous les centres de détention provinciaux. Alors ça, c'est un élément particulier. Le protecteur du citoyen, c'est aussi ce qu'on appelle l'ombudsman des détenus. Alors, on est responsable de s'assurer du respect des droits des détenus dans tous les centres de détention qui sont sous la juridiction du Québec. Par contre, on ne peut pas intervenir à l'égard des commissions scolaires, des cégeps ou des universités. Ce n'est pas dans notre mandat d'intervenir dans ce cas-là. Une distinction qui est importante à faire aussi, on ne peut pas intervenir s'il est question du gouvernement fédéral. Alors, les ministères et les organismes du gouvernement du Canada, on n'a pas le pouvoir d'intervenir dans ces situations-là. Par exemple, sur les situations d'immigration, il y a des responsabilités qui relèvent du gouvernement fédéral. Alors, sur ces aspects-là, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Par contre, sur tous les aspects qui relèvent du gouvernement du Québec, sur ces aspects-là, on peut intervenir. On ne peut pas intervenir dans le cas des municipalités, la ville de Montréal, par exemple.
et de certaines entreprises publiques comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec ou la Société des alcools. Notre mandat ne nous permet pas d'intervenir dans ces situations-là. Également, on n'a pas compétence pour enquêter sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, si vous êtes insatisfait des services de la Commission des droits de la personne, malheureusement, vous ne pouvez pas venir au protecteur du citoyen pour qu'on puisse enquêter. Et non plus, bien évidemment, tout le secteur privé. Alors, les entreprises, les commerçants, les particuliers. Il faut retenir que le protecteur du citoyen est là quand il y a des services publics qui sont en cause. En santé et services sociaux, je ne lirai pas toute la liste qu'il y a là, mais vous allez voir qu'on peut intervenir dans le cas de tous les établissements de santé et de services sociaux du réseau de la santé au Québec. Alors, vous avez toute la liste. Ça va des centres hospitaliers, des CLSC, des centres de réadaptation, des centres d'hébergement pour les personnes âgées. Dans tous ces cas-là, on peut intervenir. Un élément important en santé et services sociaux, on ne peut pas intervenir si votre plainte vise un médecin, un pharmacien ou un dentiste. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas faire enquête. Il y a un autre mécanisme qui est prévu dans la loi et c'est ce qu'on appelle le médecin examinateur. Alors, c'est dans ce cas-là, c'est un autre médecin qui va examiner votre plainte et s'assurer de vérifier si les actes médicaux ont été faits dans les règles de l'art. En santé et services sociaux, je vous disais, on intervient généralement en deuxième recours, mais il y a des exceptions, notamment le signalement. Qu'est-ce que c'est un signalement? C'est que si dans le réseau de la santé, vous êtes témoin d'une situation grave où il y a des risques d'atteinte à la vie ou à la sécurité d'une personne, vous n'êtes pas obligé de passer par le commissaire local. Vous pouvez nous appeler directement en disant que vous êtes témoin d'une situation et on peut choisir d'intervenir directement dans ces situations-là. De même, si vous pensez avoir peur de vivre des représailles parce que vous allez faire une plainte au commissaire local, vous pouvez venir nous voir directement aussi. Et dans ces cas-là, s'il y a des motifs raisonnables de penser que vous allez être victime de représailles, on peut intervenir aussi. Alors, comment ça se passe quand le protecteur du citoyen intervient? C'est un processus qui n'est vraiment pas formel. L'objectif, c'est d'être le plus ouvert possible, de faire en sorte qu'on puisse le plus facilement possible vous venir en aide. Alors, il n'y a pas d'exigence de remplir des formulaires ou d'écrire. Bien souvent, dans la grande majorité des cas, les gens nous appellent et rapidement, on met en lien la personne avec un expert du domaine. Alors, il y a des experts de chaque domaine. Si, par exemple, c'est une plainte qui vise le ministère de l'Immigration, il y a une déléguée dont c'est sa spécialité de traiter ces plaintes-là. On vous met en contact avec cette personne-là. Vous pouvez lui raconter votre histoire, lui raconter votre problème. Elle va écouter votre version des faits. Ensuite, dans un deuxième temps, elle va communiquer avec le ministère en cause pour obtenir la version des faits du ministère. Et il faut savoir que dans ce travail-là, on a des pouvoirs que la loi nous donne, des pouvoirs exceptionnels. Par exemple, on peut exiger de nous envoyer des documents et des ministères et les organismes ne peuvent pas refuser de nous transmettre des documents pour les fins de notre travail, pour les fins de notre enquête. On peut demander de rencontrer des personnes comme témoins, d'aller chercher leur déposition dans le cadre de nos enquêtes. Et encore une fois, les ministères et les organismes sont obligés de collaborer avec le protecteur du citoyen. Et d'ailleurs, ils le font très bien dans la grande majorité des cas. Ils sont obligés donc de collaborer avec le protecteur dans le cadre de ces enquêtes. Une fois qu'on a recueilli toute la preuve sur la plainte, donc les deux côtés de la médaille, votre version et la version du ministère ou de l'organisme public, on évalue la situation. Si on estime que votre plainte est fondée, que vous avez raison de vous plaindre, on va demander au ministère ou à l'organisme de prendre des mesures pour réparer la situation, pour vous rétablir dans votre droit. C'est important de comprendre que c'est un pouvoir de recommandation. Ce n'est pas un pouvoir d'ordonnance ou d'exécution comme un tribunal pourrait avoir. La force du protecteur, c'est un pouvoir moral, c'est un pouvoir de convaincre le ministère qui a eu une faute, qui a mal agi dans une situation et de l'amener volontairement à réparer la situation. Vous pourriez douter de ce pouvoir-là. Est-ce que c'est vraiment efficace? Ce que je peux vous dire, c'est que dans 98% des cas, les ministères et les organismes publics acceptent et suivent les recommandations du protecteur du citoyen après enquête. Donc, dans presque toutes les situations, ce qu'on observe, c'est que les ministères vont donner une suite aux recommandations du protecteur du citoyen. Dans les cas où, après enquête, on estime que la plainte n'est pas fondée,
parce que le ministère ou l'organisme nous a donné vraiment des bons arguments qui expliquent pourquoi ils ont agi de cette façon-là. Notre rôle à ce moment-là, ça devient de vous expliquer du mieux possible le point de vue du ministère et pourquoi, selon nous, après enquête, la plainte n'est pas fondée. Alors, il faut comprendre que le titre peut être un peu trompeur. Protecteur du citoyen. Protecteur n'agit pas comme votre avocat. Il ne vous donnera pas raison dans tous les cas. Il agit comme un médiateur neutre et indépendant qui va chercher à faire la lumière, faire la vérité sur une plainte, prendre sa décision et après vous communiquer cette décision-là. Je le dis, c'est de façon très souple, donc pas d'écrit, pas de formulaire. Dans la plupart des cas, à moins que ce soit particulièrement complexe, mais dans la plupart des cas, on privilégie l'approche au téléphone pour vraiment aller chercher l'information, discuter avec vous. Donc, si vous avez peur des tracasseries administratives ou des formalités, tout est fait au protecteur du citoyen pour que ce soit le plus facile et le plus souple possible dans le traitement des plaintes. Alors, c'est ce que je vous disais, 98% de nos recommandations sont acceptées. Et dans le cas contraire, on prend bien le temps de vous expliquer pourquoi la plainte n'est pas fondée. On se rend compte dans un grand nombre de situations que souvent, c'est l'information qui manque aux citoyens. Le ministère ou l'organisme a mal expliqué sa décision. Mais quand on prend le temps de bien expliquer la décision, bien, en général, ou assez souvent, les citoyens comprennent la décision et l'acceptent beaucoup mieux. On a le slogan qui est de « régler pour un, régler pour tous ». Et ça, c'est très important. C'est que si votre plainte peut toucher plusieurs personnes qui sont dans la même situation que vous, on va vraiment faire tout en notre pouvoir pour pas seulement régler votre situation à vous, mais régler la situation de toutes les personnes qui vivent la même situation que vous. C'est ce qu'on appelle essayer d'aller chercher vraiment l'effet collectif de nos interventions. On peut également agir de notre propre initiative. On n'est pas obligé d'attendre de recevoir une plainte formelle pour intervenir. La loi nous permet, si des gens nous donnent des informations ou si on apprend des informations de quelque source que ce soit, la loi nous permet d'intervenir nous-mêmes de notre propre initiative sans attendre d'avoir une plainte formelle sur le sujet. Et on le fait de façon régulière dans notre travail. On a également un rôle qui est assez important, qui est de conseiller les élus. Alors, lorsqu'il y a des projets de loi ou des projets de règlement qui sont présentés, systématiquement au Québec, tous les projets de loi et tous les projets de règlement sont analysés par le protecteur du citoyen. On veut s'assurer que le projet de loi ou le projet de règlement va respecter les droits des citoyens, va permettre d'avoir des services publics de bonne qualité. Alors, avant que le projet de loi soit adopté, que le projet de règlement soit adopté, on fait des recommandations au gouvernement pour améliorer les projets de loi ou de règlement. Dans certaines situations, le gouvernement va accepter nos recommandations et modifier le projet de loi. Dans d'autres, non. Mais ce sera toujours possible à ce moment-là pour les personnes qui sont désavantagées par cette loi ou ce règlement-là de venir se plaindre et là, on pourra prendre les plaintes et les traiter. Alors, je voulais vous donner quelques exemples d'intervention pour que ce soit plus concret pour tout le monde. Vous voyez, dans le domaine de l'administration publique, vous avez les principaux motifs de plainte. Le principal motif dans 36,6% des situations, c'est les délais. Les délais pour obtenir un service, pour obtenir un permis, pour obtenir une autorisation. Alors, si vous trouvez que c'est trop long, et un bon truc que je peux vous donner, c'est que dans chaque ministère ou chaque organisme a l'obligation de produire ce qu'on appelle une déclaration de service aux citoyens. Alors, on peut demander la déclaration de service aux citoyens et dans cette déclaration-là, les ministères ou les organismes doivent s'engager à respecter certains délais. Alors, si on dit, par exemple, que tel permis va être donné dans un maximum de 90 jours, vous avez un engagement du ministère. Et si ce délai-là est dépassé, vous pouvez venir nous voir en disant « le délai n'est pas respecté dans mon cas » et nous, on peut intervenir auprès du ministère pour voir pourquoi le délai n'est pas respecté et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le service soit donné le plus rapidement possible. Vous avez ensuite les autres motifs, les aspects financiers. Lorsque, par exemple, vous n'êtes pas satisfait de l'indemnité que vous recevez, l'environnement et le milieu de vie, ça touche beaucoup les personnes qui sont en institution, en hébergement, les centres de détention notamment, les détenus.
Le manque de coordination entre les programmes, ça c'est un élément qui est important. C'est lorsque vous devez recevoir des services de deux organismes publics, mais que vous vous rendez compte que ces organismes publics ne travaillent pas ensemble et que leur travail, au contraire, vous cause des préjudices parce que vous avez l'impression que les gens ne se parlent pas, qu'il n'y a pas de coordination. Vous pouvez venir nous voir et une partie importante de notre rôle, c'est de parler à tout le monde et de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises de façon concertée entre les divers intervenants. Souvent, on intervient dans ce sens-là, où on parle à 2, 3 ministères en disant, écoutez, on a une situation complexe là, et vous devez vous parler pour arriver à quelque chose de cohérent, à quelque chose qui respecte les droits de la personne. La difficulté d'accès aux soins et aux services. On peut penser par exemple aux services de francisation. Vous avez des problèmes pour accéder à un service auquel vous avez droit, vous pouvez venir nous voir et puis on peut regarder la situation et intervenir pour vous rétablir dans vos droits. Alors, dans le cas, par exemple, plus spécifique de l'immigration, on pourrait penser à des délais rencontrés lors d'une demande de révision administrative par le ministère, lors d'une demande de parrainage par le ministère, demande pour des services de francisation, demande pour le certificat de sélection du Québec. Dans toutes ces situations-là, nous avons compétence pour regarder la situation et aider les personnes. D'autres exemples dans le domaine de l'administration publique qui peuvent justifier une plainte. Délai pour obtenir une réponse à votre demande d'aide financière qui s'apparaît déraisonnable. Encore une fois, je vous réfère à la déclaration de service aux citoyens des ministères ou des organismes. C'est vraiment le bon endroit pour voir dans combien de temps je dois m'attendre à recevoir le service. Des fois, une décision négative peut être prise à votre égard et on ne vous a pas expliqué les motifs de cette décision-là. Alors, c'est important de savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la Loi sur la justice administrative au Québec qui s'applique à tous les ministères et organismes qui donnent des services. Et lorsqu'une décision négative qui affecte vos droits est rendue, dans tous les cas, le ministère ou l'organisme doit donner une décision motivée. Alors, doit expliquer pourquoi la décision a été rendue. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi la décision est négative, vous avez le droit de demander d'expliquer et vous avez même le droit de demander d'expliquer par écrit pourquoi cette décision-là est négative. Et on conseille aux gens de demander d'avoir une explication écrite parce qu'après, nous, on peut partir de l'explication écrite et vérifier auprès du ministère, voir si les lois et les règlements ont été correctement appliqués. Même chose, dernier exemple, vous ne réussissez pas à parler à un préposé au téléphone ou vous avez laissé 3 messages téléphoniques à un intervenant et l'intervenant ne vous rappelle pas. Vous avez un mauvais service, vous pouvez venir nous voir et souvent on va faire pression pour s'assurer que les retours d'appel se fassent dans des bons délais et que la communication soit rétablie entre vous et le ministère ou l'organisme. D'autres exemples, encore une fois, vous êtes en désaccord avec la Société de l'assurance automobile du Québec quant au montant d'indemnité qui devrait vous être versé si vous avez eu, par exemple, un accident d'automobile. Vous avez été victime d'un accident de travail. Alors, dans ce cas-là, la CSST doit intervenir et si vous estimez qu'elle ne vous verse pas l'indemnité à laquelle vous avez droit, là aussi, on peut intervenir. Vous voyez, c'est très large, toutes les situations dans lesquelles on peut intervenir. Vous avez des problèmes à obtenir le renouvellement de votre carte d'assurance maladie. On peut intervenir aussi. Ou toutes les questions, et ça peut toucher les gens ici, toutes les questions avec le directeur de l'État civil. Alors, obtenir des papiers officiels du directeur de l'État civil, on peut intervenir dans ces situations-là aussi si les règles en vigueur ne sont pas respectées. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, ce sont des droits particuliers. Alors, tous les usagers du système public de santé et de services sociaux ont des droits. Le droit de savoir et d'être bien informés. Ils ont un droit à l'information, le droit à l'intimité, pardon, à l'intimité de sa personne, le droit à la confidentialité du dossier médical. Alors, si vous estimez, par exemple, qu'il y a eu un bris de confidentialité, vous pouvez vous adresser à nous également. Et vous avez toujours le droit de porter plainte à l'égard des services reçus dans le réseau de la santé et des services sociaux. Si vous êtes insatisfait, vous avez le droit de porter plainte. C'est un droit qui est garanti dans la loi. Alors, comme je le disais, dans ces situations-là, dans un premier temps, vous devez d'abord vous adresser au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Dans le réseau de la santé, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est assez général. Vous avez juste à demander les coordonnées du commissaire aux plaintes et on doit vous donner les coordonnées et la façon d'entrer en contact avec le commissaire aux plaintes. Là où on entre en ligne de compte, en jeu, le protecteur du citoyen, c'est si, après l'examen du commissaire aux plaintes, vous êtes insatisfait de ses conclusions ou de son travail, ou si vous n'a pas répondu 45 jours après votre plainte. Donc, quand vous parlez au commissaire aux plaintes, il y a 45 jours pour traiter votre dossier. S'il ne le fait pas à l'intérieur du 45 jours, après, vous pouvez venir voir directement le protecteur du citoyen en disant, écoutez, ça fait 60 jours que j'ai déposé ma plainte au commissaire local et je n'ai pas de réponse. On va intervenir dans la situation. Encore une fois, dans les situations d'urgence, si vous êtes témoin d'une situation qui menace l'intégrité ou la sécurité d'une personne, alors il ne faut pas attendre, il faut faire ce qu'on appelle un signalement au protecteur. On appelle au protecteur, c'est dans les situations graves, bien entendu, et là, nous, on intervient en priorité dans ces situations-là. Même si vous n'êtes pas passé par le commissaire local, ça c'est très important. Alors, vous voyez un peu les mêmes motifs, mais le principal motif dans le domaine de la santé, c'est les difficultés d'accès aux soins et aux services. Alors, j'ai besoin de tel service médical, mais je ne suis pas capable de l'avoir, j'ai de la difficulté d'accéder à ce service-là. On a 29% des plaintes qui concernent ce motif-là. Et vous avez les autres motifs, le non-respect des droits, les délais, les aspects financiers, l'environnement et le milieu de travail, puis le manque de coordination entre les programmes, encore une fois. C'est important de savoir que au Québec, la plupart des soins et des services de santé sont gratuits pour les citoyens. Il faut à ce moment-là avoir ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie. Et c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui émet la carte d'assurance maladie. Pour les nouveaux arrivants, c'est très important de savoir qu'il y a un délai de carence de 3 mois. C'est-à-dire du moment de votre arrivée ici au moment où on va pouvoir émettre une carte d'assurance maladie, il y a un délai de 3 mois durant lequel vous allez devoir payer les services médicaux si vous avez à aller à l'hôpital. Alors, c'est très important. On conseille aux nouveaux arrivants de se prendre une assurance privée pour couvrir cette période-là de 3 mois. Par contre, après 90 jours, après la période de 3 mois, vous avez le droit d'avoir la carte d'assurance maladie et à ce moment-là, vous êtes couvert et les services médicaux sont gratuits. Si vous pensez que les règles ne sont pas respectées, vous pouvez appeler au protecteur du citoyen pour vérifier. On a compétence sur la Régie d'assurance maladie pour s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions. Voilà. Alors, cet élément est important, je crois. Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Vous pouvez être assisté dans chaque établissement, il y a un comité d'usagers, donc des personnes qui reçoivent déjà les services de l'établissement et qui ont décidé de s'impliquer. Donc, vous pouvez demander à être en contact avec le comité d'usagers pour expliquer votre plainte. Vous pouvez également faire affaire au centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, ce qu'on appelle les CAAP. Vous avez le numéro de téléphone qui est ici. Donc, c'est un numéro général qui vous permettrait d'être en lien avec des CAAP. Il y en a dans chaque région du Québec. Et dans les lieux d'hébergement, il y a aussi des comités de résidents. Alors, tous les ministères et les organismes publics ont une déclaration de service aux citoyens. Le protecteur du citoyen en a une aussi. On s'engage à donner des services de qualité en ce qui nous concerne. On s'engage, et j'espère que je le fais aujourd'hui, à utiliser un langage clair dans nos communications verbales et écrites. Donc, on veut, comme je le disais, que ce soit le moins complexe possible, que vous puissiez bien comprendre la situation. Alors, on fait un effort pour être le plus clair possible dans nos communications, tant verbales qu'écrites. On veut vous éviter des formalités et on veut simplifier votre démarche et vous donner des explications claires à toutes les étapes du processus de traitement des plaintes. Les services du protecteur du citoyen sont facilement accessibles. Il y a des numéros de téléphone que je vais donner à la fin de la présentation. C'est gratuit. En tout temps, aucun frais va vous être chargé. Il y a même des dossiers où, en traitant le dossier, on a dû avoir recours à des expertises pour être sûr, pour bien enquêter sur la plainte. Et dans ces cas-là, c'est le protecteur du citoyen qui a payé l'expertise. Donc, pour le citoyen, c'est demeuré totalement gratuit. Et ils sont confidentiels. Alors, bien sûr, c'est évident que quand on dit que c'est confidentiel,
Si on communique avec le ministère, on est obligé de dire quel est le nom du plaignant parce qu'il faut aller chercher le dossier. Alors, dans ce sens-là, le ministère va savoir qu'il y a une plainte. Mais notre engagement, c'est que nous, on garde ces informations-là confidentielles. Alors, par exemple, si on parle d'intervention dans notre rapport annuel ou de façon publique, on va toujours utiliser l'expression « un citoyen s'est plaint »,« une citoyenne s'est plainte » et non le nom des personnes, bien évidemment. En ce sens-là, les services sont confidentiels. Évidemment, notre rôle, c'est d'être neutre et sans parti pris. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Autant on a une écoute active, autant on prend le temps de bien comprendre votre situation, bien comprendre votre point de vue. On va faire la même chose avec le ministère ou l'organisme. On va essayer de comprendre pourquoi la décision a été prise, quelle est la perspective du ministère ou de l'organisme. Et sans parti pris, on va décider ensuite si on estime que la plainte est fondée ou non. C'est un rôle qui est fondamentalement différent du rôle d'un avocat. Alors, le protecteur du citoyen n'est pas l'avocat des citoyens, c'est important de le préciser. C'est un médiateur qui est neutre et impartial. On a certaines valeurs dans notre prestation de service qui sont très importantes. En tout temps, on veut faire preuve de respect envers vous, d'impartialité, de rigueur dans notre examen des situations, de transparence, vous expliquer clairement les situations, pas vous faire de cachotterie, d'empathie. Il y a souvent des situations très difficiles qui nous sont racontées, alors on prend le temps de vous écouter, c'est très important pour nous, et ce, dans le plus grand respect de la confidentialité. Quel est notre rôle? On vérifie 4 choses dans chaque situation. La conformité. Est-ce que la décision qui a été prise à votre égard est conforme aux règles en vigueur? Est-ce qu'elle respecte les règlements? Est-ce qu'elle respecte la loi? La légalité, donc est-ce qu'elle respecte la loi? La raisonnabilité, ça c'est très intéressant. Même si elle respecte la loi, est-ce que c'est une décision raisonnable? Vous voyez la nuance, il y a quand même une nuance qui est importante. Et l'équité. Alors, l'équité qui est un beau principe aussi. Des fois, une décision légale peut générer une aberration, heurter le sens commun. Alors, dans ces cas-là, on va en arriver à la conclusion que ce n'est pas une décision équitable et on va essayer de cheminer avec le ministère ou l'organisme pour qu'il modifie sa décision de façon à la rendre plus équitable. Maintenant, de façon plus concrète, comment ça se passe quand vous appelez au protecteur du citoyen? Bien, on essaie de répondre très rapidement à l'appel téléphonique et on réussit dans un grand nombre de situations. Dans les 2 jours ouvrables, on vous rappelle et une personne qui est spécialisée du domaine de votre plainte vous rappelle pour prendre toutes les informations. Et si ça vise le secteur de l'administration publique, on essaie de compléter l'examen de votre plainte dans les 10 jours ouvrables. Et si c'est dans le domaine de la santé et des services sociaux, dans les 60 jours ouvrables. Alors, vous voyez un peu les délais dans lesquels on œuvre au protecteur du citoyen. Et on s'engage aussi, si c'est plus long, à vous informer qu'on a besoin d'un délai supplémentaire et vous expliquer quand votre décision va pouvoir être rendue. Finalement, comment faire appel à nos services? Vous avez les numéros de téléphone. Vous pouvez noter les numéros de téléphone avec une ligne 1-800 de partout au Québec, un numéro à Québec, un numéro à Montréal. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez également passer par le site du protecteur du citoyen. Il y a un formulaire de plainte électronique. Donc, vous pouvez entrer en contact directement avec nous via notre site Internet. Et ça nous fera plaisir de vous accueillir à nos bureaux de Québec et de Montréal. Vous avez les adresses des bureaux de Québec et de Montréal. Alors, si vous vous présentez, vous allez pouvoir rencontrer en personne une personne qui va prendre le temps de vous écouter et de bien comprendre l'objet de votre plainte.